la technique, le contenu et la popularité. Donc la technique, c'est ni plus ni moins que les fondations de votre site, sur lesquelles de nombreux facteurs vont pouvoir être optimisés, comme c'est indiqué, donc la vitesse de chargement, la compatibilité mobile, est-ce que votre site est compatible mobile ou pas, le crawl, est-ce que la crawlabilité du site est faisable par Google, est-ce qu'elle est simple, est-ce qu'elle est facilitée entre guillemets, l'indexation, les données structurées. Ensuite, on peut passer au contenu. Donc, l'arborescence, vos balises, votre maillage interne. Est-ce que votre contenu est de qualité? Est-ce qu'il répond à la demande de l'utilisateur? Et enfin, la popularité. Donc, c'est l'échange de liens que peut recevoir votre site, ce qui est un indicateur de popularité d'après Google. Puisque naturellement, plus un site reçoit de liens, et plus celui-ci est connu d'autres sites. Donc, Google estime que ceci est pertinent. Donc, le SEO en France, les parts de marché sont majoritairement pour Google, puisqu'on a plus de 97% d'utilisation sur mobile, alors que sur desktop, on a 83%. Donc, pour être bien vu auprès de Google, il faut bien être visible pour vos utilisateurs. Donc, voilà comment fonctionne le SEO et comment nous, on le considère chez les modes interactives. Donc, ça reprend la pyramide qu'on vient de voir précédemment. Si ce n'est que là, on va insister sur une structure SEO qui soit friendly, c'est-à-dire qu'elle réponde aux critères de Google, qu'elle réponde également à une intention de recherche de l'utilisateur, s'assurer que vos contenus soient en adéquation avec ce que vont taper les utilisateurs et potentiellement vos futurs clients ou prospects. Un contenu orienté et pertinent et un netlinking de qualité. Donc, voici les 3 axes sur lesquels je vais baser et orienter mon webinaire, qui sont 3 axes très importants pour le SEO. Donc, le premier pilier, comme on vient de le voir, ça va être une structure qui soit saine et lisible pour Google. Donc, une arborescence optimisée, c'est une arborescence qui va aborder des principes tels que le renforcement de liens internes, on va le voir après, mais ce qu'on appelle le cocon sémantique, de renforcer une sémantique dans une catégorie propre de votre site. Mais à quoi sert réellement une arborescence optimisée? Celle-ci sert bien évidemment à renforcer les liens internes de vos pages, puisque l'arborescence va être optimisée pour le SEO, on va aller orienter toute la popularité de vos pages vers celles qui sont pertinentes, c'est-à-dire vos pages business, celles qui sont susceptibles de convertir. Ça permet aussi de maîtriser, par exemple, les sidelines qui sont présents sur les pages de résultats. Donc, ce sont les liens qui sont en dessous de vos pages, donc généralement de votre home page, qui permet de faciliter la navigation dans votre site. Ça favorise également la lecture des robots de Google et ça améliore forcément la navigabilité de votre site. Et donc, par extension, et de manière totalement cohérente, plus la structure de votre site sera bonne et plus les robots de Google pourront facilement accéder à votre contenu et bien évidemment être plus à même de l'indexer de manière efficace. De la même manière, avoir un sitemap qui est optimisé, cela permet encore d'améliorer encore un peu plus la lecture des robots de Google de votre architecture. Donc, une arborescence optimisée est réellement le point de départ d'une bonne stratégie SEO. Donc, on va aller chercher, encore une fois, à segmenter la sémantique de votre site par catégorie. On va éviter, par exemple, dans 2 contenus de 2 catégories différentes, de parler de la même chose ou de proposer un champ lexical qui soit similaire. On évite. Donc, du coup, l'arborescence optimisée est un réel précepte en SEO. Voici un exemple, par exemple, d'arborescence qu'on a pu réaliser pour un de nos clients qui est dans la construction modulaire. Donc, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'offrir une arborescence qui soit la plus saine possible pour Google et d'être capable d'avoir un potentiel de visibilité qui soit le maximal sur chaque catégorie ou chaque sous-catégorie. Donc, on s'aperçoit qu'ici, j'ai bien scindé les différentes catégories du site pour garder en fait une certaine cohérence dans les catégories. Après l'arborescence optimisée viennent bien évidemment les temps de chargement. Il faut qu'ils soient les plus courts possibles, puisque en SEO, il y a une notion qui est très proche, c'est une notion qui est très proche de l'expérience d'utilisateur.
On est tous clients, on est tous utilisateurs d'Internet, on consomme tous sur différents sites web. Et d'un point de vue utilisateur, il n'est jamais agréable d'avoir un site qui met beaucoup de temps pour se charger. Et donc, Google place les temps de chargement, ou tout au moins commence à peut-être un peu moins le placer que par le passé, mais il continue de placer les temps de chargement au cœur d'une bonne stratégie SEO. Donc, les temps de chargement permettent pour moi d'accroître la visibilité du site. Encore une fois, accélérer les temps de chargement permettent de fluidifier l'expérience utilisateur. Et donc forcément, de manière naturelle et de manière cohérente, cela va permettre à terme d'augmenter la conversion de vos pages, de réduire le taux de rebond, donc du coup à même d'améliorer le référencement naturel de votre site et donc d'améliorer le crawl de votre site. Donc encore une fois, le crawl, c'est le fait que les robots de Google parcourent, les robots de Google ou d'autres moteurs de recherche, parce qu'il existe un nombre très important de robots sur Internet. Donc, du coup, ça permet d'améliorer le crawl du site. Donc, une arborescence optimisée, des temps de chargement qui soient performants. Et on a déjà un bon début de stratégie. Donc, voici par exemple ici un exemple de temps de chargement. Comment on fonctionne pour analyser par exemple si un site a des temps de chargement qui soient rapides ou pas. Donc, on a plusieurs outils, GTmetrix ou Derboost pour ne citer que. Donc qui nous permettent en fait de voir le chargement au premier octet, du premier octet jusqu'à la fin du chargement du tout dernier octet. Et ça nous permet bien évidemment d'être force de proposition et de pouvoir améliorer les pages pour les temps de chargement. Donc voici par exemple un exemple de waterfall, donc qui est en gros le chargement de votre page à chaque milliseconde que vous passez sur la page. Et donc, du coup, ça nous permet de voir que, par exemple, on a des optimisations à aller chercher sur des ressources et aussi sur des images. Donc, si je regarde, par exemple, cette ligne-ci, je m'aperçois que l'image bandeau rentrée décalée avec l'ID derrière va mettre 659 millisecondes à charger. Donc, est-ce qu'il est pertinent de la charger tout de suite? Est-ce qu'on ne peut pas aller la charger un peu plus tard pour justement fluidifier le parcours utilisateur? Hop, je suis monté un peu trop tôt. Donc voilà, les temps de chargement sont très importants. Il y a plusieurs optimisations à aller chercher, notamment sur les images, le chargement des ressources, etc. Alors, l'indexation. Qu'est-ce que l'indexation? C'est le fait, en fait, tout simplement qu'un crawler, donc un robot d'un des moteurs de recherche, donc on va prendre pour exemple ici Google, c'est le processus par lequel le robot va se balader sur votre page, analyser l'ensemble de vos contenus, l'ensemble de vos liens internes, de vos liens externes, et il va les répertorier, et donc du coup classer la page de votre site selon la pertinence que lui-même aura décidé. Donc voilà, l'annexation, c'est le fait qu'un robot parcourt, analyse et répertorie votre page, tout simplement. On peut contrôler, entre guillemets, cette indexation à travers plusieurs outils, comme notamment la Search Console, donc qui est un outil que nous propose gratuitement Google, qui nous permet de voir énormément de choses, mais également le robot.txt, qui est un fichier à la racine du site qui permet de faire un travail sur l'indexation et de dire à Google de visiter ou de ne pas visiter telle ou telle page, et donc à terme de l'indexer. De manière globale et de manière empirique, je sais que Google fait globalement ce qu'il a envie de faire. S'il estime qu'une de vos pages est pertinente pour un utilisateur, mais que vous décidez de ne pas l'indexer ou de la bloquer au crawl, il ira quand même le faire. Donc, l'objectif du robot.txt, c'est de concentrer l'autorité au bon endroit sur vos pages stratégiques, au lieu de les partager, par exemple, sur des pages qui sont beaucoup moins business, comme des pages institutionnelles. Pardon. Ça permet aussi et surtout de minimiser le risque d'erreur sur la désindexation de vos contenus. Ça permet également l'indexation des pages dont le contenu ne représente pas d'intérêt, que ce soit pour votre marque ou pour votre business. Et ça permet aussi de restreindre les points d'entrée sur les moteurs de recherche. Donc, le robot.txt est un gros principe en référencement naturel, puisqu'il permet, encore une fois, de faire un travail sur les robots de Google.
Donc, en plus d'une arborescence et des temps de chargement qui soient performants, il faut également que vous ayez des URL qui soient compliant. Pardon. Qui soient compliant. Il faut qu'elles soient descriptives du contenu de votre page. Donc, il faut, par exemple, si vous vendez des baskets, il faut impérativement que le mot-clé principal de votre page apparaisse dans les baskets. Dans l'URL, pardon. Il faut que ça inclue un intitulé ou un identifiant. Donc, généralement, des CMS, donc des éditeurs de contenu comme PrestaShop, le permettent de manière naturelle. Donc, ils réduisent automatiquement l'URL et ils mettent un identifiant sur l'URL. Qu'elle soit compréhensible à la fois pour les internautes, et pour les moteurs de recherche. Il faut impérativement éviter les underscores, les arrobases, tous les caractères que Google ne trouverait pas pertinents et que vous, en tant qu'utilisateur, vous ne trouverez pas pertinent d'apparaître. Et il faut bien évidemment éviter des URL qui soient inutilement longues. Donc, encore une fois, comme je viens de vous le dire, il y a des éditeurs de contenu en ligne comme PrestaShop qui les réduisent de manière native. Il faut également un maillage interne qui soit intelligent. Donc, le maillage interne, j'ai mis une illustration de filet de pêche puisque c'est globalement ce que ça représente. Donc, c'est l'ensemble en fait des liens internes qui sont présents dans la structure de votre site. Et en fait, ces liens permettent de transiter d'une première page vers une deuxième. Alors, il y a deux avantages. Le premier, donc, il s'agit surtout pour les internautes puisqu'il leur permet de naviguer sur le site de manière simple et efficace. Puisque grâce par exemple au fil d'Ariane, l'utilisateur peut, à travers plusieurs clics, revenir sur sa page d'origine. Pardon. Et enfin, pour les moteurs de recherche, puisque ça permet encore une fois d'orienter l'autorité et le jus SEO, ce qu'on appelle dans le milieu, donc ce qui est ni plus ni moins que l'autorité des pages entre elles. Ce maillage interne qui soit intelligemment fait et bien pondéré va permettre d'orienter la puissance de votre home page vers des pages plus stratégiques. Donc, c'est encore une fois un gros précepte en SEO. Comme les avantages qu'on vient de voir peuvent vous l'expliquer. Il y a également aussi un balisage qui se veut et qui se doit être optimisé. Donc, là, sur cette slide-ci, quand je parle de balisage, j'entends principalement les balises title, métadescription et H1, donc qui sont trois balises très importantes en SEO puisqu'elles permettent de contextualiser le contenu de vos pages aux yeux de Google. Donc, il est bien évidemment vital dans une stratégie SEO de réaliser une stratégie bien évidemment de balisage qui soit optimisée. Donc, quelles sont les balises qui sont importantes en SEO? Donc, comme je viens de vous le dire, la balise title, donc qui est la balise qui va venir s'afficher sur votre page de résultats quand vous faites votre recherche. Donc, c'est la première ligne. Juste en dessous, on a l'URL. Et en dessous, on a la balise méta. La balise H1, elle ne s'affiche pas dans votre page de résultats. C'est une balise qui est vraiment sur votre page. Donc, la balise title, qui est pour moi très importante en SEO et qui se doit d'être optimisée, avec le mot-clé que l'on va viser sur la page, qui doit être placé, selon moi, en début de phrase. Et il faut qu'il soit optimisé pour les robots de Google. La balise méta description, selon moi, elle a un côté beaucoup plus incitant à l'action, beaucoup moins optimisé pour le SEO, même si il faut impérativement que le mot-clé soit présent dans la balise. Pardon. Mais elle agit plus comme un call to action, comme un bouton qui doit inciter à l'action vos utilisateurs. Donc, c'est une description qui se veut descriptive, bien évidemment, de votre page, mais qui se doit aussi être un peu plus commerciale, un peu plus orientée business. Ça marche. Votre balise H1, elle, est uniquement là pour contextualiser votre contenu sur vos pages. Donc, quand vous rédigez ou réalisez un texte optimisé sur une de vos pages, que ce soit catégorie, sous-catégorie, fiche produit, etc., il faut impérativement qu'il y ait cette balise sur vos pages et que celle-ci soit optimisée par rapport à votre mot-clé et qu'elle décrit
le contenu qui va découler ensuite à la lecture. Donc, c'est une balise qui permet de contextualiser votre contenu. On voit souvent des développeurs qui mettent des balises H1 ou H2 ou H3, des balises HN, de manière globale, pour styliser un peu la page. L'idée, c'est qu'ici, c'est une mauvaise pratique et que la balise HN doit uniquement servir à contextualiser votre contenu. Donc, je vous ai mis également, à titre de rappel, les différentes longueurs conseillées par Google selon les moteurs de recherche. Donc, il y a aussi d'autres balises importantes en SEO que je me ferai un plaisir de vous expliquer peut-être de manière un peu plus individuelle après dans les questions-réponses. Mais globalement, on a les balises canonical, donc qui permettent. Donc, c'est une balise qui permet de dire à Google ou à un autre robot de lui dire qu'en fait, entre deux pages au contenu très similaire, il se doit de privilégier la page A plutôt que la page B. Tout simplement. Ça évite également tout ce qui est problème de duplication interne au niveau de vos contenus. Il y a également les balises de pagination, donc de la pagination toute classique qui permet de switcher entre les pages et des balises qui permettent de gérer l'indexation, donc les balises index et non index. Le deuxième pilier, un contenu de qualité, et bien évidemment, il faut bien choisir ses mots-clés puisque c'est la base de toute stratégie SEO. Donc, il faut bien évidemment choisir ses mots-clés. Et c'est une véritable réflexion à mener autour des mots-clés à utiliser dans vos contenus, vos URL et vos balises de page. Il faut bien évidemment se poser les bonnes questions, faire des recherches de volumétrie, de pertinence et d'intention de recherche. Est-ce que le mot-clé que je pense être le bon est pertinent? Est-ce que l'intention de recherche est pertinente? Et donc, est-ce que c'est susceptible de me rapporter un lead? Est-ce que mon mot-clé est pertinent par rapport à l'information que j'ai envie de transmettre à mes utilisateurs? Pardon. Il faut également donc du coup bâtir et établir une stratégie de mots-clés pour qu'elle nous ramène du trafic qualifié. Et bien évidemment, cette stratégie s'établit autour de deux principaux axes selon moi, la volumétrie et l'intention de recherche. Est-ce que le mot-clé est tapé? Et est-ce que les pages de résultats qui sortent lorsque je tape ce mot-clé est fidèle à ce que mon contenu propose? Pardon, décidément. Attention, lorsqu'on réalise une stratégie de mots-clés, c'est à la cannibalisation. On considère généralement en SEO qu'une URL va se positionner sur un mot-clé. On évite généralement de positionner deux mots-clés sur un mot-clé sur deux mêmes pages, puisque ces pages-ci n'auront pas la même puissance que si une seule et même page se positionne sur un seul mot-clé. Donc, il existe différents types de mots-clés. Donc, très brièvement, il y a les mots-clés génériques. Ce sont ceux qui ont une forte volumétrie. Les mots-clés business, donc les mots-clés qui sont purement orientés autour de votre business et de votre cœur métier. Et enfin, les mots-clés, ce qu'on appelle long train, qui sont généralement des mots-clés assez longs, des expressions très longues avec un très faible volume de recherche, mais qui peut être intéressant, notamment lorsqu'on fait du B2B, puisque l'intention de recherche étant très précise, on a un taux de conversion qui généralement est très élevé. Donc, quelques outils pour aller plus loin. Donc, on a des gratuits et des payants. Donc, il y a Screaming Frog qui permet de crawler à la manière des robots de Google et de parcourir la structure d'un site, donc qui est payant. Il y a une licence gratuite qui est limitée à 500 URL. Google Trends qui permet de suivre les tendances et donc d'anticiper les opportunités SEO, donc qui est gratuit. Et SEMrush qui permet d'analyser à travers plusieurs facteurs votre santé de site et vos mots-clés. N'oubliez jamais que le contenu est roi. Bonjour Bill. Donc Bill Gates a déclaré en 1996 que le contenu était roi et 24 ans après, c'est toujours, et ça n'a jamais été autant le cas qu'aujourd'hui. Il faut bien évidemment un contenu de qualité, donc qui se veut original et de qualité, qui englobe un champ lexical propre à votre page. Il faut bien évidemment que dans votre contenu, sur votre mot-clé basket, admettons, vous devez insérer des synonymes du mot-clé principal pour élargir le champ sémantique au maximum. Il faut que votre texte soit bien évidemment agréable à la lecture et avoir une qualité d'exigence élevée. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce que j'écris est bon pour mon SEO?
Est-ce que mon texte est compréhensible par les internautes? Est-ce que mon contenu répond à la demande de l'internaute? Il y a tout un ensemble de questions qu'il faut se poser lorsqu'on rédige un contenu pour s'assurer de sa qualité et de sa pertinence. Hop, je suis montré trop bas. Hop, ça c'est Bill. Donc, pour vous aider, par exemple, à mieux orienter, à mieux prioriser vos tâches et à garder aussi un visuel, n'hésitez pas à faire un calendrier éditorial. Pardon. Voici un exemple que je vous ai mis, donc j'ai caché volontairement le début de l'URL, mais faites-vous un calendrier éditorial avec vos catégories, vos titles, vos méta, vos textes et une date d'intégration. Cela va vous permettre de mieux monitorer la gestion de vos contenus, tout simplement. En plus du contenu, il faut également que vos images soient soignées, donc que ce soit en termes de taille, de poids, de qualité et de format. Comme on l'a vu tout à l'heure lors des temps de chargement, les images peuvent être parfois assez bloquantes en termes de poids et donc du coup avoir des temps de chargement qui soient élevés. Donc il faut impérativement que vos images soient optimisées pour pallier à ce problème, notamment quand on a des sites e-commerce où on a généralement beaucoup d'URL images et il faut impérativement et bien évidemment optimiser ces images. Il faut également une structure, une sémantique qui soit bien structurée à travers la notion de coco-sémantique. J'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, mais il faut, dans une logique de stratégie SEO pérenne, il faut que vos contenus soient cohérents avec votre thématique, bien évidemment, et qui correspondent à l'intention de recherche des utilisateurs. C'est les questions que j'ai posées tout à l'heure. Est-ce que le contenu correspond à l'intention de recherche? Est-ce que mon contenu est pertinent pour ce que mon utilisateur va taper, etc. Donc, le cocon sémantique, c'est un système d'architecture SEO qui permet, via un système de liens internes et de gestion de ces liens internes, de les diriger vers des pages catégories et des pages secondaires, ce qu'on appelle des pages mères et des pages filles. Cette logique permet en fait à Google d'évaluer l'ensemble de votre sémantique autour de votre thématique, plutôt que d'étudier chaque page séparément. En fait, ça va permettre de favoriser vos facteurs de positionnement vis-à-vis de votre sémantique, puisque ça va permettre d'indiquer à Google et de cloisonner votre sémantique. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut protéger votre sémantique. Un silo, c'est une section homogène d'un même site qui comporte des univers sémantiques qui soient différents, une information qui est hiérarchisée, je ne vais pas réussir à le dire, un maillage interne entre chaque partie d'un même silo et des contenus de longue traîne. Plus une page va être profonde et plus on va aller chercher des requêtes longue traîne. Pourquoi est-ce important? Pour avoir une meilleure ergonomie et une meilleure expérience utilisateur, pour avoir une indexation qui soit plus facile et une meilleure répartition de votre popularité, de la popularité de vos pages. Le troisième pilier, une autorité off-site qui soit pérenne. Donc, cette partie-ci va concerner le netlinking. Le netlinking, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de développer le nombre de liens externes qui pointent vers votre site ou l'une de vos pages que l'on souhaite pousser en référencement naturel via l'échange d'un article de blog. Quel est l'objectif du netlinking? C'est d'obtenir un trafic qualifié en provenance de ces liens dans un premier temps, mais c'est aussi et surtout, selon moi, ça sert à favoriser en fait la popularité de votre page et donc du coup d'améliorer sa visibilité. Je considère que c'est un réel vecteur auprès des moteurs de recherche pour accroître la notoriété du site et de vos pages. Alors attention, parce qu'il convient de bien le faire, ce soit de manière intelligente et de manière bien pensée. On me dit qu'il me reste très peu de temps, donc je vais accélérer un tout petit peu. Donc quel est l'intérêt du netlinking? L'objectif, c'est tout simplement d'attirer et d'obtenir un trafic qui soit qualifié, de favoriser le référencement naturel grâce à l'amélioration de la popularité de votre page et de votre site. Puisque Google considère que plus un site reçoit de liens et plus il a de l'autorité et que du coup, forcément, il fait office de référence. Et encore une fois, il faut que ce soit fait de manière intelligente et bien pensé. Google a sanctionné et continue de sanctionner de manière assez forte les sites qui reçoivent et qui envoient des liens de mauvaise qualité. Donc, toujours le faire de manière intelligente et bien pensée. Le netlinking et les échanges de liens s'effectuent grâce à une encre de lien. Donc, pour vous illustrer ça de manière un peu plus
un peu plus grossière, c'est en fait le petit texte bleu sur lequel vous pouvez cliquer dans votre texte et qui est cliquable à la fois par vous, mais aussi par les moteurs de recherche. C'est par cette encre-ci que vont passer les moteurs de recherche pour analyser vos pages et analyser votre lien. D'accord? Donc, il existe 4 grands types d'encre en SEO. Donc, il y a l'encre optimisée. Donc, il y a ni plus ni moins que votre cœur business. Donc, là, par exemple, Immobilier Lille. Ensuite, on a les semi-optimisés. Donc, qui permet d'aller se positionner ou d'aller essayer de se positionner sur votre requête tout en ayant une encre un peu plus douce. Donc là, par exemple, le marché de l'immobilier à Lille. Non optimisé, cliquez ici ou par exemple cette page. Et enfin, la marque, donc le nom de marque, par exemple le nom de domaine.fr. Donc généralement, on va aller chercher des pourcentages au niveau des encres pour garder un ratio le plus sain possible. Donc voilà pour le SEO, pour chez les modes interactifs, comment on procède. Je vais passer maintenant la parole à Vincent qui va vous présenter les modes interactifs et notre ADN et ce qui fait ce que nous sommes. Ouais, je vais le faire. Merci Nico, je vais le faire très rapidement. Tu peux peut-être juste mettre la slide avec nos expertises si tu veux. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc du coup, on le mettra à disposition dans les prochains jours. Très rapidement sur les modes interactifs, donc on est une agence digitale qui a presque 12 ans d'existence. En février, ça fera 12 ans. Et on est articulé sur 4 métiers. Vous l'avez compris, on fait du référencement naturel avec la présentation que vient de faire Nicolas. On fait aussi du référencement payant. Et on a également 3 autres métiers, une partie développement technique, où on réalise des sites e-commerce et des sites institutionnels, une partie dédiée à l'UX pour améliorer le parcours et notamment travailler en étroite collaboration avec le référencement naturel pour à la fois avoir un parcours pertinent pour l'utilisateur, mais aussi penser à Google, je pense que vous l'avez compris avec l'intervention de ce matin, et une partie un peu plus stratégique où on peut mettre en place des plans web marketing, des études de marché pour vous aider à vous positionner sur un marché ou sur un levier web. Du coup, on a eu plusieurs questions, donc je vais te poser les différentes questions qu'on a pu avoir, Nicolas. La première question, une des premières questions qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a un moyen d'identifier ce qu'est une bonne arborescence? Un moyen, alors, j'ai envie déjà, merci pour la question, elle est pertinente, elle m'intéresse en réalité. Alors, selon moi, hein, c'est comment identifier qu'une arborescence est bonne d'un point de vue SEO. Alors déjà, c'est s'assurer que votre catégorisation est plutôt bonne, qu'on a une cohérence vis-à-vis des produits qu'on vend dans votre catégorie. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de basket, par exemple, s'assurer que dans votre catégorie de basket, on ne va pas vendre des produits qui soient autres que des baskets. Typiquement, dans votre catégorie basket, on ne va pas les vendre des anoraks ou des pantalons. Déjà, ça c'est pour moi un premier indicateur, puisque ça peut paraître obvious quand je le dis comme ça, mais je l'ai déjà vu dans beaucoup de sites où on avait pas mal de glissements sémantiques et du coup des produits aussi qui étaient pas intégrés dans la bonne catégorie. Autre point, selon moi, c'est le contenu. S'assurer que votre contenu sur votre page est pertinent, qui répond à votre mot-clé. Et principalement, je vois que là, les deux points sur lesquels vraiment regarder. Alors après, bien évidemment, il y a le maillage interne. Encore une fois, comme je l'ai dit lors de la partie sur le cocon sémantique, il faut s'assurer que les liens aussi soient cohérents et pertinents. Ok. Okay, donc, Merci Nico pour cette première réponse. Il y a une autre question sur le blog. Est-ce qu'il y a une indication à donner sur un blog intégré à un site ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un blog indépendant? Je présume que la question c'est est-ce qu'on peut avoir un /blog ou plutôt un blog point quelque chose? Ouais. Voilà. En sous-domaine? Ouais, voilà. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, le fait de le mettre en répertoire, donc en /blog, ça va permettre pour moi d'aller chercher en fait l'autorité de la homepage. Ça va nous permettre en fait
de le mettre en répertoire, en fait, ça va permettre d'aller chercher le jus, entre guillemets, de la home page de manière plus significative que si on le mettait en sous-domaine, donc en blog.nomdomaine.fr. Euh, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Donc les deux se valent, mais pour moi, si on veut ne pas trop pénaliser le nom de domaine principal par une action ou autre sur le blog, on peut le mettre en sous-domaine. Par contre, si on veut vraiment profiter de l'autorité du nom de domaine, je recommanderais de le passer en répertoire. Ok, très bien, Nico, merci. On a eu deux questions un peu similaires sur la construction des URL, à savoir est-ce que le tiret finalement, le tiret du 6 dans une URL était un petit peu négatif, est-ce qu'il fallait l'éviter? L'exemple, c'est finalement, est-ce que si j'ai un nom de domaine basket-homme.fr tout collé ou basket-homme.fr, est-ce qu'en référencement, ça change quelque chose ou est-ce que les deux sont bons? Les deux sont viables, même si je pense Alors, il faut distinguer nom de domaine et URL. Là, je pense que tu parles du nom de domaine. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, pour moi, il n'y a pas de réelle incidence, même si on veut se positionner, par exemple, sur notre home page, en reprenant ton exemple, qui est le mien à la base, mais si tu veux avoir plus de facteurs de positionnement sur Basket Home, sur ta home page, pour moi, tu peux mettre un tiret entre les deux. Mais en réalité, en réalité, le nom de domaine ne va pas tant que ça favoriser les facteurs de positionnement. C'est réellement plus le maillage interne, le contenu des pages, le balisage, etc., qui va venir faire en sorte que votre page va se positionner ou pas sur un mot-clé. Ok. Une question sur la dernière partie du webinaire qui était la partie netlinking. Ouais. Une question où une personne s'interroge sur le fait est-ce pertinent de créer soi-même des sites satellites pour améliorer sa popularité? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un PBN, un Private Blog Network, si je ne dis pas de bêtises, qui permet en fait de faire de la triangulisation. J'ai du mal avec les mots longs comme ça, Vincent le sait, avec le fait de faire 3 liens en fait en triangle, tout simplement. C'est une technique en fait qui permet de faire des liens en fait, tout simplement. C'est une bonne technique. Encore une fois, comme j'ai pas mal insisté sur les slides, quand on fait du netlinking, il faut que ce soit fait de manière intelligente. Et donc, du coup, moi, je sais que de manière empirique, j'ai déjà vu pas mal de PBN sauter parce qu'on avait des footprints, on avait des traces qui indiquaient à Google qu'en fait, le propriétaire était le même pour l'ensemble des sites. Et du coup, on a eu une pénalité au niveau des sites. Mais effectivement, ça peut être une bonne stratégie. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà pu recommander pour pas mal de clients et ça a porté ses fruits. Ok, donc si on retient ce que tu dis, c'est une bonne stratégie, mais à manipuler avec précaution parce que si on le fait pas bien, on risque plus de perdre que de gagner. C'est ça, c'est exactement ça. Mais quand c'est bien fait, je pense, et j'en suis sincèrement convaincu, les bénéfices peuvent être très, très, très forts en Très termes bien. de notoriété au site. Super, merci Nico. Il y a deux dernières questions. L'avant-dernière, c'est la partie mots-clés que tu as évoquée. Ouais. Il y a une question sur les outils finalement à utiliser pour pouvoir rechercher des mots-clés. Ok. Si tu as plus de précision pour la question, c'est un Est-ce qu'on nombre a des d'outils? outils à citer pour facilement trouver des mots-clés par rapport soit à un premier mot-clé qu'on aurait choisi, voilà, par rapport aux Ok. Alors, le problème, c'est qu'avec les outils, il y en a très peu de gratuits. Ou ceux qui sont gratuits, on va être très limité en termes d'utilisation. J'ai par exemple Yoda Insight qui va permettre de manière très brève de trouver des mots-clés associés de manière très limitée tout de même. Il y a SEO Cockpit pour les gratuits. Après, bien évidemment, Google Trends qui va nous permettre, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de voir les différentes tendances au niveau des recherches et donc du coup d'anticiper les opportunités. Et après, en payant, on a du SEMrush qui est très, 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 très puissant. Voilà, principalement pour les outils. Ok. Et Donc, dernière, Yoda Insight, SEO Cockpit et Google Trends pour les versions gratuites. super, merci. Et dernière question qui est un petit peu en lien avec la partie arborescence.
est-ce qu'on peut directement lier l'arborescence à la partie titre de la page, balise à chaîne, tout ça, ou est-ce que c'est plus lié au compte, enfin, est-ce que c'est plus lié au lien qu'il y a dans la page ensuite? Voilà, il y a une question sur est-ce que l'arborescence et les HN sont étroitement liés? Non, 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 les balises HN, pour moi, elles servent uniquement à contextualiser votre contenu. Donc, par exemple, sur une page, par exemple, une page de catégorie, par exemple, pour reprendre l'exemple de basket, donc on va avoir notre page, notre construction de page, notre template traditionnel, avec en haut de page le contenu de page. Et donc, du coup, le H1 doit venir reprendre le mot-clé principal de votre page pour permettre à Google de comprendre de quoi votre page parle. D'accord? Alors que l'arborescence et la pertinence de celle-ci va passer principalement par le maillage interne, etc. etc. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, parce que je suis... Bon, en gros, les balisages N ne sont pas liés à l'arborescence. Ok. Ils sont liés au contenu. Bah, je pense que ça répond à la question. Bah, en tout cas, voilà, on arrive à la fin du webinaire, 9h45, c'est bien, on tient le timing. Yes. Merci Nicolas pour l'intervention. Désolé aux participants pour les 2 minutes de décalage sur le lancement et sur le petit problème de partage d'écran. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été plus d'une cinquantaine à participer. Yes. Merci à tous. Et comme je l'évoquais, on a enregistré le webinaire, donc le temps des petits montages vidéo qui vont bien, on vous repartagera le webinaire pour que vous puissiez reprofiter des précieux conseils de Nicolas. Et puis après, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet si vous avez des questions ou des besoins. Merci à tous, bonne journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup à tous, à très vite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Au revoir. Bonne journée, au revoir.